La deuxième partie de notre semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et je vous les représente très rapidement. Ziad Imam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express et auteur de Afrique, le mirage démocratique, aux éditions CNRS. Paul Taylor, rédacteur en chef à l'agence de presse Reuters, spécialiste des questions européennes et chroniqueur également à l'International Herald Tribune. Et avec nous, Christian Mallard, qui est éditorialiste à France 3, spécialiste de politique étrangère et auteur de Dans les secrets des maîtres du monde, et c'est aux éditions La Martinière. Il y a un an, les Syriens se soulevaient contre leur dictature. Chaque vendredi maintenant, depuis le 15 mars dernier, bien des manifestations pacifiques sont organisées à travers tout le pays. Des manifestations, vous le savez, à chaque fois réprimées par le régime. Et ce bilan terrible, un an après, plus de 9000 personnes ont été tuées, en majorité des civils, sans compter évidemment les personnes disparues et celles qui sont emprisonnées, victimes de torture. Alors Kofi Annan a donné aujourd'hui un point presse ce vendredi. L'envoyé spécial de l'ONU et de la Ligue arabe insiste sur la poursuite des négociations. On l'écoute. J'ai informé le Conseil de sécurité que les négociations avec les autorités syriennes allaient continuer. Je vais envoyer une équipe sur place ce week-end afin qu'elle poursuive les discussions, notamment au sujet des propositions que nous avons mises sur la table. Et au moment approprié, lorsque j'estimerai qu'il y a eu des progrès suffisants, je serai prêt à retourner dans la région. Vincent Hugeux, un an après, est-ce qu'on peut dire que la résolution de la crise passe nécessairement par Damas, passe nécessairement par des négociations avec Bachar el-Assad? Je pense qu'on a atteint et dépassé un point de non-retour. Quoi qu'il advienne en termes de rapport de force, on en parlera. Je pense que Bachar el-Assad ne peut plus être l'acteur du devenir de ce pays. Je vois dans cette crise le mariage de deux obscénités. L'obscénité du régime clanique syrien, dans cette sorte d'acharnement à éliminer physiquement ceux qui le contextent, en invoquant bien sûr la fidélité d'une population, d'une communauté minoritaire, etc. Au passage, petite parenthèse, moi qui suis croyant, je suis atterré par la complaisance des dignitaires religieux qui foulent aux pieds les idéaux christiques, je ferme la parenthèse. L'autre obscénité, c'est l'obscénité diplomatique de Moscou et de Pékin, qui bloquent obstinément, avec une lecture extrêmement primaire et matérialiste de leur conduite, toute résolution qui pourrait, virtuellement, faire un peu fléchir le régime, quoi qu'il y ait matière à doute en la matière. Donc voilà, je veux dire, on ne peut pas imaginer, en se projetant dans l'avenir, que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, M. Bachar el-Assad gravisse les marches du perron de l'Élysée pour aller serrer la louche à François Hollande ou Nicolas Sarkozy ou quelque autre président que ce soit. C'est impossible. Nicolas Sarkozy a dit lors d'un entretien que si il devait à nouveau le recevoir pour de nouvelles négociations, si c'était à refaire en tout cas l'affaire de 2008, il le referait. Paul Taylor, il a repris la main, le président syrien, est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui ? Il a effectivement... Le régime a remis la main sur Homs, a remis la main sur Idlib. Oui, je pense que militairement, le régime a repris le dessus pour l'instant. Et je pense que ça, c'est incontestable. Ça a été un combat extrêmement inégal. Mais ceux qui doutaient de la loyauté des forces armées, enfin le noyau dur des forces armées, des forces de sécurité, etc., sont restés fidèles à Bachar el-Assad et ont obéi aux ordres. Maintenant, on va vers un conflit de beaucoup plus longue durée, je pense. Je ne sais pas si on prend des paris sur qui sera au pouvoir à Damas dans 1 an de ce soir. Mais je pense que ce serait téméraire de parier contre Bachar el-Assad. Parce que je pense que là, un rapport de force a été créé. Donc, qu'est-ce qui peut changer la donne ? Il y a des velléités de créer une espèce de zone tampon à la frontière avec la Turquie. Le gouvernement turc en discute. Mais là, c'est un pied quand même dans un engrenage très incertain.
parce que est-ce qu'on va armer une opposition qui, elle, Alors ça, est sur divisée. l'armement justement de l'opposition, on va en parler tout de suite, Paul. Oui. Voilà, pour les Occidentaux, pas question aujourd'hui d'armer les rebelles. Alors on va écouter Alain Juppé, mais il faut savoir que Hillary Clinton a dit non à l'armement des rebelles, parlant même d'Al-Qaïda parmi ces rebelles. C'est ce que craignent en tout cas les États-Unis. Et de son côté, eh bien Alain Juppé a dit la même chose. Pas question donc aujourd'hui d'armer les rebelles. On écoute tout de suite le chef de la diplomatie française. C'était jeudi sur France Culture. Le peuple syrien est profondément divisé. Et si nous donnons des armes à une certaine fraction de l'opposition en Syrie, nous allons organiser une guerre civile entre les chrétiens, entre les alaouites, entre les sunnites, entre les chiites. Ça pourrait être une catastrophe encore plus grande que ce qui existe aujourd'hui. Ziad Limam, on a le sentiment que la France, qui était très en pointe dans la défense des oppressés, fait un tout petit peu marche arrière. Pas question d'armer les rebelles. Aujourd'hui, Alain Juppé a donné une interview dans Le Monde où il dénonce justement la désunion de l'opposition syrienne intérieure et extérieure. Est-ce que la France ne fait pas un peu marche arrière ? Ils ne sont pas les seuls, mais ils n'ont pas d'interlocuteur politique viable qui rassemble toutes les Syries. Ça, c'est le premier problème. Donc, à qui ils vont donner des armes ? Et la deuxième chose, c'est que le pari, je pense, était que le régime s'effondre de l'intérieur. Et ce régime ne s'effondre pas de l'intérieur, ce qui pose des questions quand même très intéressantes sur qui les aide, les finance, les armes, leur amène de l'argent, du pétrole, de la nourriture, parce que c'est l'Iran. L'Iran. Oui, mais du coup, on voit bien que c'est pas du tout le conflit qu'on nous a vendu il y a 6-8 mois de la révolution interne avec le massacreur qui est installé à Damas. C'est ce conflit-là qui est dans le cadre d'une région où il y a des intérêts stratégiques des uns et des autres qui jouent à plein tube. Si Damas tombe aujourd'hui, c'est une défaite majeure pour Téhéran, qui lui-même est soumis à un embargo. Donc on est dans un jeu qui est extrêmement complexe et où les enjeux sont terribles. Et c'est là que je suis d'accord avec Vincent, c'est que entre-temps et pendant ce temps-là, le peuple syrien se fait massacrer régulièrement et on est en train de passer ces gens-là par perte et profit à l'échelle de la stratégie mondiale. Et c'est pour ça, juste je finis, que peut-être, dans le cynisme absolu dans lequel on est en train de rentrer, peut-être qu'une négociation avec le régime, c'est peut-être pas la moins pire des solutions si on obtient un arrêt des violences intérieures, un début de processus politique, peut-être que c'est ce qu'il y a de mieux pour la population. Je crois qu'il n'y a aucune chance de pouvoir négocier avec le régime. Moi, j'ai l'impression que le message de Bachar el-Assad est clair. Circuler, il n'y a rien à négocier. Bachar el-Assad, je regrette, est bien le fils du père et le neveu de l'oncle qui, avec le père, ont massacré 25 000 frères musulmans en février 82 à Hama. Quand vous disiez tout à l'heure que Nicolas Sarkozy serait prêt éventuellement, s'il le fallait, à rediscuter avec Bachar el-Assad, je crois qu'il n'y a rien à discuter. Il a dit que si c'était à refaire ce qu'il a fait en 2008. Il n'y a rien à attendre. Il est l'otage des Alaouites, de Maher, de son frère, de toute la famille, des services de sécurité. Que vous avez fait cette semaine, Vincent Hugeux, je le dis, pour nos téléspectateurs, de Maher al-Assad dans l'Express. Et puis j'ajouterai une chose quand même. Je crois qu'il faut réformer la façon de fonctionner du Conseil de sécurité des Nations Unies. Quand on voit aujourd'hui, les Russes mettent un veto, les Chinois aussi, c'est fini, on ne peut plus avancer. On est paralysé, on ne peut rien faire. Et pendant ce temps-là, on massacre, on achève les Syriens. Mais les Américains n'iraient pas. Moi, je pense que les Américains n'iraient pas, même si les Russes étaient d'accord aujourd'hui. C'est ingérable cette histoire. Ce veto russe, les Occidentaux, d'une certaine manière. De toute façon, s'il y avait une opération militaire, on sait pertinemment que de toute façon, il y aurait un embrasement général dans la région, puisque ça fait entrer en jeu l'Iran, dont vous parliez tout à l'heure, Ziam. Et donc, s'il y a l'Iran qui rentre en jeu, le Hezbollah et tous les voisins, je pense que la clé, c'est la solidité du régime, parce que pour le moment, il est solide. Pour le moment, les frères tiennent. Pour le moment, le clan est organisé. Mais quand même, ça va durer combien de temps ? C'est-à-dire que ça va quand même commencer à s'effriter de l'intérieur. Je ne sais pas. C'est la grande inconnue. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité, parce qu'il faut quand même le dire, de l'opposition, et nous recevons ici à France 24 beaucoup d'opposants, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. On a encore fait un débat hier sur le sujet, et on voit des opposants extrêmement divisés. Un CNS qui est pour, Basma Kodmadi l'a dit, la porte-parole du CNS sur notre antenne, qui est pour une intervention militaire, et de l'autre côté, des gens par exemple du CNCD qui sont eux contre et qui disent il faut continuer à aller manifester pacifiquement, sinon on fait le jeu de Bachar el-Assad. Mais de toute façon, je souhaite simplement ajouter une troisième obscénité aux deux précédentes. Ce sont ces querelles absurdes, grotesques, de ceux qui sont censés porter l'espoir d'un peuple en état de sursis. Et vous savez très bien, ici à France 24, mais dans tous les médias, on le sait,
que ces gens déploient une énergie considérable pour salir la réputation du gars d'à côté, pour prétendre que c'est eux qui doivent accéder aux micros et aux caméras, etc. Et par exemple, l'Occident, la France en tête d'ailleurs, avait beaucoup investi sur le CNS avec Burhan Khalilioun en tête. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le rétropédalage est acrobatique parce que s'accrocher à qui si on doit convenir qu'effectivement, il n'est pas aussi représentatif qu'on l'espérait. Mais en même temps, moi, j'ai tendance à souscrire au jugement de Paul tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à mon sens, la chute du clan Bachar n'est pas une affaire de semaines, même pas une affaire de mois. La dynamique de défection sur laquelle beaucoup ont misé très tôt en saison, défection politique, partie basse, défection militaire, elle n'a jamais vraiment pris. Il y a eu des défections de intérieur, voilà, mais qui est à la limite vice-ministre du pétrole, sans doute doublé par un dignitaire du BAS qui est du rang de probablement directeur général de ministère. Donc ce n'est pas significatif. C'est pour ça qu'on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement se retrouver dans des scénarios, je ne dis pas à la libanaise, mais de type libanais sur une très longue période, avec des luttes de clans, des périodes de violence, des périodes de redescente de violence. Et tous les acteurs de la région. Et tous les acteurs de la région s'en mêlent. Tout le monde tire les ficelles. Mais il reste juste une seconde. Moi, je pense un dernier mot, Christian, parce que je voudrais qu'on parle. Vous disiez à l'instant, il ne faut pas armer l'opposition. Je crois qu'en effet, à la lumière de ce qui s'est passé en Libye, mais il a raison là-dessus, je pense qu'à la lumière de ce qui s'est passé en Libye, on a armé un certain nombre d'opposants qui ont renversé Kadhafi. Quand on voit le résultat aujourd'hui, il faut se poser un certain nombre de questions. Et si c'est pour avoir la même chose en Syrie, d'aujourd'hui. Alors, un pays, justement, qui se dit prêt à armer les rebelles syriens, s'il ne le fait pas déjà, c'est le Qatar. Après Lagardère et Total, eh bien, le Qatar entre dans le capital du groupe de luxe français LVMH. Ziad Imam, on se pose la question, pourquoi cet attrait du Qatar pour la France ? Je pense qu'il y a une relation personnelle, stratégique, politique entre Nicolas Sarkozy et la famille régnante. Se rendre des services. Sarkozy avait un problème au Moyen-Orient, les Qataris l'ont aidé à rentrer au Moyen-Orient, à se faire des amis. Il leur a ouvert en grand les portes de l'économie française. Donc, je pense qu'il y a un lien. Et je pense, la deuxième chose, c'est que les Qataris, pour faire très très vite, ils ont un énorme problème, c'est qu'ils sont assis sur 25 milliards de dollars de revenus par an, entre 20 et 25 milliards de revenus par an, et ils sont entourés de gens qui les haïssent. Les Iraniens, les Saoudiens, tout le coin. Donc, ils ont besoin de gérer une espèce de diplomatie à cartes multiples de sauvegarde. Donc, les Américains, les Français, on se mêle des révolutions arabes, on investit un petit peu partout pour se protéger. Sauf qu'au bout d'un moment, les gens finissent par se dire, mais qu'est-ce que ces gens pèsent réellement ? C'est-à-dire, quelle stratégie réelle il y a derrière tout ça ? Quelle idée il y a derrière tout ça ? Après tout, ce n'est pas une société très démocratique qui nous fait des leçons de démocratie. C'est une société qui vit sur, pas l'esclavage, il ne faut pas être trop méchant, mais qui vit quand même sur le travail mal payé de centaines de milliers d'Indiens pakistanais, où on ne peut pas dire que Al Jazeera ne se préoccupe pas beaucoup de ce qui se passe au Qatar, ou se préoccupe beaucoup de ce qui se passe ailleurs. Donc du coup, la politique qatarienne, elle est à double détente. Maintenant, on commence à s'intéresser à eux, à ce qu'ils veulent dire, à ce qu'ils représentent. À ce qu'ils représentent comme modèle de société aujourd'hui dans le monde arabe, je ne sais pas si c'est très attrayant ou pas, mais du coup, le débat est ouvert. Christian Allard. Je suis assez d'accord avec ce que dit Diam, c'est-à-dire que je pense que l'émir du Qatar est pour Nicolas Sarkozy ce qu'a été pendant très longtemps Hariri pour Jacques Chirac, avec des relations très très proches à tous les niveaux, économiques, politiques et autres. Business sans doute, peut-être, je ne sais pas. Mais en même temps, c'est vrai que les Qataris essayent de se protéger, d'acheter un peu leur sécurité. Moi, je pense qu'il y a... moi, il m'arrive de travailler pour Al Jazeera comme consultant, mais j'ai l'impression qu'il y a une différence parfois entre Al Jazeera arabe et Al Jazeera anglais. Al Jazeera arabe est parfois peut-être un peu plus conciliant avec l'Iran dans ses commentaires, alors qu'Al Jazeera English, où vous avez beaucoup d'anciens de CNN et de BBC, parfois on est beaucoup plus direct. J'ai l'impression qu'on n'a pas la même tonalité à l'antenne. Enfin, c'est mon sentiment, qu'on me corrige si je me trompe. Mais je pense que le Qatar, parfois, a un peu le jeu des Saoudiens, c'est-à-dire qu'ils veulent exister, ils veulent être un grand dans la région. Les Saoudiens sont quand même plus importants, et qu'ils essayent de damer le pion aux Saoudiens à leur façon, mais en même temps en se préservant, en assurant surtout leur sécurité. L'intérêt de la France, c'est que, tout comme les Américains ont très très longtemps eu une relation privilégiée avec l'Arabie Saoudite, la France a besoin d'avoir ce genre de privilégié dans la région, et le Qatar remplit bien un peu, je pense, cette fonction, mais avec des réserves. Les Qataris ont le sens des nuances et des échelles, puisque la 5e flotte, elle est américaine au Qatar. Hein. Ce n'est pas nos 3 petits avions qui se baladent en duel dans la région. C'est-à-dire que la 5e flotte, il y a aussi une base aérienne, une base aérienne très importante
Vincent Hugeux. Déjà, si le parallèle qu'établit Christian est pertinent, on sait que Nicolas Sarkozy n'aura pas de soucis immobiliers lorsqu'il quittera l'Élysée, puisqu'il sera sans doute logé par la famille régnante qatari, comme les Chirac l'ont été par la famille Hariri. Cela étant, un peu plus sérieusement, et pour établir un autre parallèle géopolitique assez insolite, je pense qu'il y a un phénomène qui est de l'ordre de l'image de la Chine en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a une phase de fascination. Le Qatar fascine par sa puissance, etc., etc. Et puis on sent déjà poindre, ça et là, des réserves dans les gradins des stades de foot, où on estime quand même que l'entrisme du Qatar sur les droits de télévision, par exemple, devient pesant, mais aussi dans certaines sociétés arabes, peut-être maghrébines, où le côté donneur de leçons démocratiques qu'évoquait Ziad à l'instant n'est pas très bien vécu. Je me demande si les Qataris ne devraient pas être un peu plus modestes dans leur approche planétaire. C'est valable pour tous les pays du Golfe parce qu'ils essayent en fait de promouvoir une espèce de modèle islamo-moderne qui serait exportable à tout le monde arabo-musulman. Sauf que le leur est quand même un modèle extrêmement contrôlé. On parlait des femmes la semaine dernière, mais on pourrait parler de la situation. Le Qatar étant une exception relative, on pourrait parler de démocratie dans ces Émirats où elle est quand même très très limitée à des espèces de shura, d'assemblées moyenâgeuses, de notables, etc. Le seul pays du Golfe qui a tenté une expérience démocratique, c'est le Koweït, qui est ingérable depuis qu'ils ont commencé. Et il y a un recul depuis, j'ai vu les élections, les femmes ont été liquidées. Donc ils sont pas... c'est un modèle qui mérite d'être vu de très très près. On n'a plus le temps, Christian. Ouais, je suis désolée, ça passe trop vite. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de France 24. Je vous remonte le dernier ouvrage de Vincent Hugeux, Afrique, le mirage démocratique, aux éditions CNRS. J'ai lu, c'est très bien. C'est très bien, voilà. Ziad, donc vous conseille de lire. C'est assez péchu, mais... C'est péchu, c'est très bien. Et je peux vous dire parce que j'ai lu l'ouvrage de Christian Mallard, dont Les secrets des maîtres du monde, c'est aux éditions La Martinière, et c'est très bien également. Beaucoup de dictateurs, et notamment tout un passage sur Bachar el-Assad et Hafez el-Assad, le père. À lire aussi également dans l'Express le portrait de Maher el-Assad de Vincent Hugeux. Très belle soirée, très bon week-end, à lundi 19h10.